base, je voulais pas faire de Garage Talk ce week-end. Bon, il y a bien eu quelques talking points en Autriche qui auraient pu être intéressants à aborder. Il y a bien la rumeur Bottas chez Alpine qui est apparue après. Bon, il y a eu Yuki chez Cadillac aussi qui est apparu sur Twitter il y a quelques jours. Et puis maintenant, on a cette merveille de Verstappen chez Mercedes. Spoiler, c'est pas exactement ce qui a été dit. Et finalement, quand tu regardes, dis donc, ça fait pas 3 belles parties pour foutre 3 title cards, ça? En fait, c'est un Garage Talk, ça. Et je vais me servir de celle-là pour mettre un message de prévention, là, maintenant, pour les abonnés réguliers. Moi, j'aime bien quand les choses sont rangées, carrées, et qu'on peut les identifier facilement, au coup d'œil. Et c'est pour ça que depuis 1 an maintenant, pour identifier mes vidéos, c'est très très simple, vous avez la petite cicatrice, là, dans le coin de... Oui, c'est une représentation stylisée d'une cicatrice, parce que j'en ai une sur le front et que j'ai un peu pompé ça, et ce combat 2 aussi, on va pas se mentir. Et depuis la vidéo sur la Supra JGTC, toutes les Minia, sauf une, obéissent au même code. C'est-à-dire que le background est désaturé, ou niveau de gris. Le sujet de la photo qui est en miniature est légèrement sursaturé, voire même beaucoup trop sursaturé. Vous avez la cicatrice dans le coin avec du texte en blanc dessus. C'est une jolie manière de dire basiquement, c'est une vidéo clippée d'un clip. Mais je l'avais dit il y a quelques semaines de ça en stream, j'aimerais bien reclasser mon contenu par format, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent pas le car et qui regardent que Garage Talk, c'est inversement. Et comme je faisais déjà ça à l'époque où il y avait sur cette chaîne Game Hunter, Clippy raconte des trucs et le car, soit 3 formats qui n'avaient rien à voir entre eux, je pense que je vais refaire ça maintenant. Surtout que il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça, cette Minia, malgré le fait qu'il y a une bagnole de 2008 dessus et que cette photo représente le Crashgate et que donc, je sais pas, c'était implicite, selon moi, que je parlais de quelque chose d'ancien, donc que c'était un le car. Aussi le fait qu'il y a le car dans le titre des vidéos, mais ça c'est autre chose. Bref, on m'a dit que c'était pas clair si c'était un le car ou un Garage Talk. Donc l'un dans l'autre, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour faire ça parce que tout le monde est en vacances, il est tard, personne verra. Donc je me suis dit que c'était le meilleur moment pour revoir ça. Donc à partir de la rentrée, au 1er septembre, voilà les choses qui vont changer. J'espère que Hugo de Recrypt te mettra ça dans sa vidéo, comme ça vous serez bien au courant. Les le car gardent la coche rouge. Les Garage Talks passent en jaune. C'est pour ça que les title cards sont en jaune, parce que c'est inspiré de l'univers de Ridge Racer Type 4. Et pour les hors-série ou formats qui n'ont rien à voir avec mon contenu habituel, donc par exemple quand je parle de Sim Racing, la coche sera bleue. En espérant que ce soit plus clair pour tout le monde, je vais le marteler tout du long des vacances, que ce soit en début de vidéo, que ce soit avec un post communautaire, avec des stories Instagram, avec des tweets, mais j'aurai quand même des gens qui vont me dire « Ah, je savais pas si c'était vidéo parce que la miniature est ascendée. » C'est la rançon de la gloire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'y peux rien. Bon, sans plus de ça, la balèque, pas de sponsor aujourd'hui, mais vous pouvez quand même utiliser les liens dans la description. Bienvenue dans Garage Talks. Alors en Autriche, il y a quand même quelques nuggets d'informations qui ont transpiré par nos ports. Déjà que Mercedes, hors crash d'Antonelli, ça mis complètement de côté, était pas nécessairement au beau fixe et qu'ils ont toujours des problèmes avec la gestion de température des pneumatiques. Il faisait tarpin chaud, comme dit le poète en Autriche, et du coup l'habituel does nothing, finishes P3 de Russell a pas marché. Il a fait une course complètement anonyme pour finir 5ème à cause de pneumatiques en surchauffe, un problème auquel fait face Merco depuis le début de l'ère de l'effet de sol et anecdotiquement aussi depuis 2012, comme quoi le temps c'est vraiment un cercle plat. Bon, après à la défense de Mercedes, le Red Bull Ring est particulièrement punitif, surtout pour eux, comme si c'était la concurrence qui avait fait le circuit, c'est insane. C'est un tarmac qui est très rugueux pour commencer. C'est aussi un circuit qui naturellement demande beaucoup à tes pneus de par son design, beaucoup de zones d'accélération freinage, donc c'est punitif sur le train arrière au niveau de la traction. Il y a beaucoup de freinage et de réaccélération qui sont ce qu'on appelle off-camber, donc d'un côté où la pente aide pas la voiture à être stabilisée. Et il y avait effectivement les conditions climatiques qui ont été changeantes pour Mercedes, pas au milieu de la course, mais du début de week-end sur la fin de week-end. Parce qu'au début de week-end, les conditions étaient un petit peu plus fraîches. Et selon Toto Wolff, Mercedes s'est permis d'expérimenter avec un setup similaire à celui au Canada qui a bien marché. On se souvient. Mais c'était un setup qui était un peu extrême, qui du coup a pas du tout marché une fois dimanche arrivé quand il faisait 94 000 degrés avec risque d'évaporation si tu sors un verre d'eau. Et bien que Mercedes travaille dessus, on n'en doute pas. Russell l'a dit lui-même, il espère que le reste de la saison est soit couvert, soit pluvieux. L'intérêt du championnat, on l'espère aussi. Mais ce qui a été un problème pour Mercedes a été une occasion en or pour Ferrari qui, après un week-end pas du tout resplendissant, pas du tout époustouflant, sort quand même un résultat relativement fortiche. Je dis relativement parce que quand t'es Ferrari, l'Italie entière s'attend à ce que tu gagnes par 14 km de long. Bon, ça s'appelle la délusion, c'est autre chose. Mais en vrai, comme Ferrari a juste pas merdé, tout le week-end a été plus ou moins bien exécuté, c'est Leclerc qui a pu faire le fameux does nothing, finishes P3, ce qui doit aller remplir de joie, parce que là, il compite pour la P2 championnat du monde. À la P1, c'est bon, c'est McLaren, c'est acté, n'en parlez plus. Qui d'ailleurs est entre eux et Mercedes.
Je crois qu'il y a 1 point d'écart là actuellement, ce que c'est pas mal. Et en plus, je suis un peu dur avec Leclerc parce que Does Nothing P3, oui et non, dans la mesure où il a dû plus gérer sa voiture que sa course, ce qui est un trademark Ferrari quoi actuellement. On n'a pas du coup pu voir si les nouvelles pièces ont vraiment fait effet, notamment un nouveau sol. Par contre, on sait que chez Sauber, Kick, mon cul sur la commode, appelez ça comme vous voulez, les nouvelles pièces, elles marchent du feu de Dieu. Parce que ça fait 3 courses que chez Steak Razer F1 Team on est solide et Bortoleto a enfin pu mettre des points, putain, et ça fait du bien pour un rookie qui, pour l'instant, s'est illustré par sa solidité, mais surtout par son manque de points. Mais là, il a les armes pour marquer des points. Surtout que là, en Autriche, ils ont 2 voitures dans les points, ce qui est le premier double point depuis 2023, je crois. 22 ? Non, 23. Il avait du rythme, il était giga solide, et si ce n'est parce qu'il a un peu mal jugé comment gérer son duel avec son manager, Fernando Alonso. Alonso, il est tellement yeuve que Book peut être à la fois manager et pilote. Bon, en vrai, c'est une très belle cerise sur un gâteau que Bortoleto est en train de cuire. Parce que ce qu'il construit chez Kick actuellement est non seulement intéressant, et pourrait, si la saison finit beaucoup mieux, peut-être laisser Audi à penser que c'est pas si mal en fait un rookie pour notre première saison. Après, il faudra voir aussi quel feedback technique il arrive à provide à l'équipe. Parce que cette inversion de vapeur, ce mouvement vers l'avant, ce momentum que Sauber est en train de construire, c'est très très important pour quand ils vont être rebrand officiellement en Audi. Je l'ai peut-être déjà dit 300 ou 600 fois sur cette chaîne qui vont l'an prochain être Audi, mais on sait jamais, il y a peut-être des nouveaux. Bon, en vrai, évidemment, c'est pas que Bortoleto qui est derrière ça, il y a le package d'upgrade, il y a le travail de Binotto à qui on jette injustement trop de crottes de nez, et aussi maintenant on a Jonathan Whitley en team principal chez Sauber. Et ben, on voit que Jonathan Whitley il manque à Red Bull un peu parce que les pit stops c'est plus ce que c'était. Et non, Red Bull est en train de... Enfin, c'est pas grave, hein, en tant que fan Red Bull, j'ai eu sur les 15 dernières années 10 bonnes années, donc voilà, c'est notre tour de manger de la merde, c'est cyclique, le temps est un cercle plat. Regardez les Lakers. Regardez pas les Lakers. Peut-être aussi parler de McLaren, viteuf, dont le combat entre les deux cadors a été respectueux, intéressant. On avait le palpitant au taquet, mais c'est parce qu'on est conscient de l'enjeu. En soi, le combat était cool, mais quand même un peu mid, parce qu'il y avait beaucoup de retenue, beaucoup de respect entre les deux pilotes, et aussi parce que la majorité du combat s'est fait à grands coups de DRS et à grands coups de batterie. Et si on avait encore besoin d'une belle preuve que la Formule 1 à l'heure actuelle serait encore plus chiante sans DRS, eh ben faut pas regarder plus loin, parce que je crois que Piastri tente 2 trucs en dehors des zones DRS. Je sais qu'il y a des gens qui sont en croisade contre le DRS et qui sont en mode ouais, on n'avait pas besoin de tout ça avant. Si, il y avait des courses, on se faisait gravièche, il n'y avait pas de dépassement. Il y a un Grand Prix d'Espagne, je sais plus c'est lequel, je crois c'est 2003 ou 2002. Mais bref, il est fameux pour n'avoir aucun dépassement sur piste. Alors qu'en Espagne, il y a la place en général pour doubler. Mais tu vois, là, c'était comme Monaco. Ouais, mais ça dénature le sport et le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait 20 chevaux de plus que quelqu'un d'autre, ça dénature aussi le sport, fait pas chier. C'est aussi bon de rappeler que Piastri a toujours 15 points d'avance au général, qu'il est rapide, très rapide, et que si ça se réglait au rythme pur, je pense que, tu sais, si les collisions étaient désactivées, comme dans certaines courses sur GTA, ou quand on est dans un lobby avec que des fils de pute sur Formula One, inséré l'année ici, il l'aurait peut-être passé, tu vois, il avait peut-être plus de rythme en début de course. Mais bon, rattraper quelqu'un c'est une chose, le doubler c'en est une autre, et pour le coup, s'il a pas été capable de le doubler, il a mené sa course suffisamment intelligemment pour se dire que bon, même s'il a essayé jusqu'au bout, une P2, c'est limiter la casse, et qu'il aura qu'à avoir un bon Grand Prix en Grande-Bretagne, même si bon, là, Lando joue à domicile, donc avantage aux Britanniques. Vous savez ce qu'on dit, hein, quand on roule à domicile, on est 2 dixièmes plus rapide au tour. Je crois que c'est Mansell qui disait ça, tellement t'es porté par tes gens. Mais tout ce que j'espère, c'est que les deux vont s'accrocher, genre pas physiquement, genre se casser la gueule, mais genre que les deux vont s'accrocher l'un à l'autre jusqu'à la fin de la saison pour que au moins le title fight devant, qui est clairement entre ces deux-là, aille jusqu'au bout. C'est tout ce que je veux. Du fight, du combat, du chaos. Red Bull qui ressurgit de nulle part. Non, ça c'est de la délusion, on en a déjà parlé. D'ailleurs, en parlant de s'accrocher, il y en a un qui veut pas s'accrocher à la vie de 3e pilote. Ça, c'était une transition F1 à la une, ça. Bon, chez Alpine, on s'accroche tant bien que mal, on jette tout ce qu'on a jeté au mur en espérant que ça colle, et là on n'est pas loin de jeter la Finlande, ou plutôt un Finlandais en particulier, prêt à jeter à la poubelle le frangin de Bog Big Tula pour mettre Valtteri Bott, je fais des super calendriers S. Ouais, t'es compliqué cette blague, et convoluted as fuck, je suis désolé. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur l'internet, Briatore aurait approché Mercedes pour un prêt de Valtteri Bottas bien entendu, qui, à minima, aurait lieu au moins pour la moitié de cette saison. Ce qui voudrait dire que la Colapinta, il a jusqu'à la Belgique, grosso merdo. Alors si vous vous appelez Jack Doohan,
je vous souhaite que du bonheur et plein de bonnes choses en F4 chinoise parce que vous avez été complètement renié par la hiérarchie. Tragique. Peut-être essayer la moto, comme le daron, on verra bien. Alors qu'on voyait Bottas plutôt chez Cadillac aux côtés de Perez ou Tsunoda, puisque apparemment Tsunoda est une option considérée par Cadillac pour la saison prochaine, parce que son feedback est suffisamment bon, il a pas mal d'expérience en Formule 1, et quand il est pas dans une bagnole qui est proprement inconduisible, Boog arrive à faire de bonnes choses. Il y a qu'à voir son début de saison chez Vicard. Bon, après, il y aura toujours les trois quarts des gens qui vont mésestimer le Boog. C'est pas grave, mettez-vous au crochet. Et tout semble indiquer que Bottas serait relâché sans aucune difficulté par Mercedes. Ce qui, en soi, vu qu'il était de toute façon a priori dû pour un retour en 2026, serait une très bonne expérience quoi qu'il arrive, même si chez Alpine c'est la merde en ce moment. Parce que rien ne remplace la force réelle des jets dans les virages, l'accélération, le freinage, l'odeur de l'essence. Non, comprenez par là, par opposition aux charges artificielles qui se donnent quand il fait son entraînement. Se réhabituer à la conduite d'une Formule 1 qui peut paraître relativement alien après un certain temps passé à faire que du simulateur, etc. Ça peut être une très bonne chose pour lui. Mais en plus, ça pourrait être en fait une proposition pas si conne pour une bonne saison 2026 si il venait à rester chez Alpine. Je m'explique. Cadillac devrait vraisemblablement se présenter sur la grille avec des moteurs Ferrari qui sont peut-être insane, on sait pas, mais il y a rien qui semble indiquer que Ferrari ils sont tarpins en avance sur les moteurs. Par contre, il y a un motoriste qui est v'là en avance, pour qui les choses semblent peser lourdement dans leur direction actuellement, c'est Mercedes. J'ai quand même ouï dire que la saison 2026 ou le règlement technique 2026 sera très lourdement influencé par les moteurs. On a des gros Roland de 2014 qui se lèvent, et en 2014, rappelez-moi, dans le top 6, combien d'équipes motorisées par Mercedes il y avait? Allez-y en commentaire, dites-le-moi. Toutes! Elles sont toutes dans le top 6, ces équipes Merco en 2014. Il n'y a pas besoin de se faire chier. Bon, après, on est d'accord, dans cette ère de la Formule 1, ça faisait pas tout. 2016, Manor, Mercedes, un seul point. Après, Manor, ils avaient d'autres problèmes aussi, faut pas déconner. Par contre, la livrée, mama! Excusez-moi, parce que moi, je bande sur les peintures. D'ailleurs, Kiksetti qui, dès 2014, bottait des culs avec une Williams Mercedes qui était une vraie fusée en ligne droite. Est-ce que ce serait pas un certain Valtteri Bottas? Puis Valoche, dans le giron Mercedes, dans une voiture motorisée par Mercedes, finalement, tout le monde est content. Il y a des deals corporate de tous les côtés qui peuvent continuer à éclore, et c'est très très bien. Et Bottas est aussi monstrueusement expérimenté, que ce soit maintenant dans le rôle de troisième pilote, qui à mon avis doit faire pas mal de simulator work et donner du feedback justement vis-à-vis de ça, mais aussi dans le rôle de... Ça me fait du mal de le dire pour lui, second pilote. Donc Boog pourrait être à moyen terme un très bon fit pour une équipe Alpine en reconstruction. Bon, tout le monde est encore en train de me dire « Non mais il y a machin qui se barre, donc Alpine ils vont vendre ». Ça fait 2 ans que vous me le dites, j'attends toujours la vente. Moi je vous ai jamais dit non, ça va pas arriver moi. J'attends juste la vente là. Où elle est? Elle est où? Avec le bol que j'ai, je me fous de ça maintenant. Le lendemain de la vidéo, que vous devriez voir un vendredi normalement, donc genre samedi on va avoir une news. Alpine vendue à Mitsubishi Motors. Putain, Mitsubishi en Formule 1, sponsorisé par Oli Energy, bien sûr, avec Lipidaclip en premier pilote et... On prend qui en second pilote? On prend qui en second pilote? C'est vous les managers maintenant là, gérez le bordel. Et tant que vous êtes en bas, abonnez-vous, hein. On vise les 31 000 abonnés histoire de montrer à mon ancien employeur de quel bois je me chauffe. Ouais non, ce serait une très belle victoire que de dépasser les finances publiques sur YouTube. Ouais, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez la cloche quoi. C'est les vacances, je sais, mais on douille ici. La vraie question du coup au final c'est est-ce que Alpine à moyen terme, donc pas juste une demi-saison, est un bon choix pour Bottas versus Cadillac? Parce que Bottas, on le sait, si la voiture peut aller chercher des points, il va aller chercher des points. Bottas, on le sait, il va tirer le meilleur de Gasly, parce que Bottas, c'est un très très bon pilote en qualif. J'aimerais vous rappeler qu'il fait partie des rares à avoir out-qualifié Hamilton quand Loulou était à son prime chez Merco. Et pas qu'une seule fois, hein, la out-qualification. Ah, pas qu'une seule. Bref, toutes ces raisons, elles font autant envie à Alpine qu'à Cadillac. Et elles font pas vraiment envie à Mercedes, parce qu'on sait que des 2 sièges Mercedes, il y en a un qui est promis à quelqu'un d'autre. Max Verstappen va chez Mercedes, ça a été rapporté par la Sky. Là, c'est pour toi, mets-toi au crochet. Ça te fera du bien, cul. C'est à prendre avec des pincettes, puisque c'est une rumeur, mais effectivement, il semblerait que Max Verstappen, potentiellement, pourrait signer chez Mercedes, puisque selon la Sky, la division italienne de la Sky, puisque selon eux, des discussions plus que solides seraient en cours. Et ça veut rien dire du tout. Attention, je dis pas que Max ne va pas signer là-bas, je veux dire que le fait qu'il soit en discussion avec Mercedes, peut-être a de toute autre fin que d'avoir un baquet Mercedes. Ça pourrait être pour foutre la pression à Red Bull, pour renégocier son contrat actuel, pour rappeler à Red Bull qu'il a une clause perfo dans son contrat, très certainement, et que du coup, s'il avait envie, il pourrait se barrer.
Donc Red Bull, ils ont peut-être intérêt à renégocier son contrat ou à lui filer autre chose qu'une shitbox dont lui-même finit par arriver aux limites de la tolérance. Je vous rappelle aussi, afin de bien nuancer tout ce merdier, que Max est en contrat avec Red Bull jusqu'en 2028. Il a, en toute logique, une clause perfo sur son contrat. Le problème, c'est qu'on connaît pas la clause perfo de son contrat. Parce que j'ai lu beaucoup de choses. Ah, s'il est hors du top 2 championnat, ah, s'il est hors du top 5, si Red Bull tombe en dehors du top 3 constructeur, etc., etc., etc. Bref, tant qu'on n'a pas son contrat, on n'en saura rien. Et je pense pas qu'on aura son contrat fastoche, tu vois, genre. Je vais lui demander, je lui envoie un DM Instagram, je reviens. En plus, ces discussions-là pourraient complètement être des discussions préliminaires à un transfert pour 2027. Il y a fort à parier que Max a peut-être confiance dans le projet Red Bull pour 2026 et qu'il serait pas prêt à tout quitter dès 2026 pour sauter dans l'inconnu chez Mercedes où, oui, tout semble laisser penser que Mercedes va se remettre à dominer dès l'année prochaine, mais peut-être que Max, en tant que pilote et en étant dans une structure qu'il connaît et qu'il a peut-être pas envie de quitter, parce que sauter d'équipe en équipe, c'est marrant sur FIFA, sur PES, sur Formula One, sur MotoGP. Pas marrant IRL, en fait, de sauter d'équipe en équipe. Faut réapprendre le nom de tout le monde, faut supprimer plein de numéros de téléphone pour en remettre plein d'autres, puis le volant, c'est pas le même, les boutons sont pas au même endroit, faut se familiariser avec tous les nouveaux systèmes et sous-systèmes. Plein de choses qui sont pas des vannes et qui rendent les pré-saisons beaucoup plus actives et occupées et qui te laissent finalement moins d'espace mental pour vraiment comprendre la voiture, pour la conduire. Alors effectivement, ils sont pilotes de Formule 1. Pour eux, c'est vachement moins overwhelming que pour nous, simples mortels. Mais ça peut peser à la longue aussi. Donc peut-être que Max se renseigne maintenant pour 2027. Et ça serait confirmé si, genre, Antonelli ou Russell recevaient une extension de contrat de que 1 an. Oui, parce qu'il y a ça aussi qui fait que tout le monde est persuadé que Verstappen va signer maintenant. Et je dis pas que ça va pas se faire, encore une fois. Je dis que moi, je vois d'autres choses comme étant probables. L'argument numéro 1, c'est « Ouais, mais Russell, il arrive en fin de contrat et Antonelli aussi. Donc il y a de la place !» Et c'est vrai. Bon, on va jeter Antonelli de l'équation. Il sort du vivier Mercedes. Il a été fast-tracké en Formule 1 par Wolff. Et il est largement assez bon pour qu'on puisse se garder la saison prochaine. Surtout qu'encore une fois, c'est le petit chouchou de Wolff. Ils vont pas le tège, tu vois. Alors si on garde que Russell, effectivement, on peut dire, ah, c'est vrai, ils le reconduisent pas, ça prend du temps. Sortez votre crochet, sortez votre fil. Rappelez-vous que Bottas aussi, on prenait v'là longtemps pour le re-signer. Et qu'on le re-signait que sur des deals d'1 an. Rappelez-vous que même Rosberg, si je dis pas de conneries, s'est fait reconduire que genre à partir de quota, alors qu'il était en lice pour être champion du monde en 2016. Bon, après il va casser son contrat, mais ça c'est autre chose. C'est juste la manière dont Merco gère les choses, qui est peut-être pas la manière la plus saine, mais ça fout un peu de pression sur les pilotes, ça force peut-être un peu de résultats, parce que bon, la majorité des gens en Formule 1 réagissent bien à la pression. La majorité, hein, on peut pas tous s'appeler Liam Lawson. C'est une vanne pour ceux qui auraient pas compris. Donc j'insiste bien, je dis pas qu'il va pas signer là-bas, je dis pas non plus qu'il va signer là-bas. Moi je suis pas The Race, et je suis pas quelqu'un qui fait dans le sensationnel, ce qui explique pourquoi on n'a pas encore dépassé les finances publiques sur YouTube. Je suis désolé, je devrais juste vous dire Verstappen va signer chez McLaren, alors que j'ai aucun fondement, et j'ai dit McLaren, même pas Mercedes. Genre, c'est à ce point-là que je devrais me foutre de votre... Il s'agit, à mon humble avis, davantage de stratégie et de discussion préliminaire que de quelque chose de concret, et de toute façon, si des choses concrètes doivent émerger, c'est cet été. Précisément pour ça qu'elle est faite la pause estivale, hein. C'est pour foutre le sbeul, c'est pour le début de la silly season. D'ici là, retenez vos tweets, et n'hésitez pas à revenir ici dans quelques mois quand ce sera annoncé comme étant fait pour dire « Ah bah tu vois, tu sais pas de quoi tu parles !» en n'ayant pas du coup compris un traître mot de ce que j'essayais de vous expliquer. Ça devait pas être un garage talks. En fait, j'étais en train de me demander si j'allais pas prendre toute la semaine pour respirer un peu. Le mois dernier, on a sorti plus de vidéos, des vidéos d'une qualité qui est genre bien plus... J'ai pas envie de dire qualité bien plus élevée, mais dont la production value est plus haute que les précédentes, notamment parce que maintenant on achète des images en fait, donc ça coûte de l'argent, donc finalement ce mois-ci j'aurais fait plus d'argent, oh là là dis donc, mais j'ai fait moins de bénéfices parce que du coup je paye les images maintenant, voilà. Sauf la FOM, la FOM, putain faites un package influenceur, je suis prêt à payer quelque chose d'indécent comme 50 € par mois, pas plus, non faut pas déconner quoi. Bref, c'était Clipidia Clip, vous pouvez me suivre absolument partout, ça s'affiche, sauf dans la rue, je donne pas l'aspi. On est sur Twitch, en ce moment on fait du Hogwarts Legacy le vendredi, samedi, et le dimanche on fait du Formula One, jusqu'à ce qu'on ait fini notre saison chez Chat à voter chez McLaren, et après on retournera sur des jeux qui ont votre âge, genre Air Factor, et même Assetto Corsa, certains parmi vous sont assez jeunes, j'ai mes stats. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas, vous avez le bouton Super Thanks en bas pour genre
donner 2 balles, ça aide au référencement de la vidéo et c'est 2 balles que je touche réellement. Merci YouTube pour les travaux. Le meilleur moyen de soutenir la chaîne au-delà de ça, c'est les codes Oli Energy parce que vous trouvez quelque chose pour vous aussi et moi je touche 10% de commission dessus, donc les liens sont dans la description. On est aussi sponsorisé par Razer parce qu'on est aussi fort que Faker au jeu vidéo. C'est faux, je sais toujours pas pourquoi ils m'ont signé, je questionne même pas. On a un lien d'affilié, n'hésitez pas. Le mec m'a envoyé une chaise, j'ai toujours pas compris. Et évidemment, si vous cherchez des gants sim racing de qualité, on est partenaire avec SyncMesh, dont les grips M Pro, donc le modèle que je porte là, sont maintenant disponibles en blanc. Et je suis en train de faire chier mon référent pour qu'il m'en envoie une paire, parce que c'est stylé. Bref, c'était Clippida Clip. Bisous. J'ai 2 pas à faire, la caméra est plus loin que d'habitude. Nul! Elles sont nuls! Tactiquement,